Bonjour et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. Alors PIFcast, c'est votre rendez-vous cinéma de genre toutes les 2 semaines avec Cyril. Salut. Avec Xavier. Hello. Et avec Laurent. Bonjour. Et avec Véronique. Et oui. La meilleure. Alors comme toujours, le PIFcast, c'est quoi ? C'est d'abord l'œil du pif, le moment où on va vous parler de nos derniers films vus, aimés, détestés. Ensuite, on va faire le dossier du PIFcast qui, cette semaine, sera sur le cinéma de genre français. Et on terminera en musique avec Cyril. Allez, on passe à l'œil du pif. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a marqué ? Un film de genre français. Alors, j'étais il y a quelques semaines maintenant au festival du film fantastique de Gérard Armé, 25e édition. Et j'y ai découvert un film que je n'arrêtais pas de rater dans d'autres festivals. Il était déjà passé à Paris par exemple, à l'Étrange Festival. C'est Cold Skin de Xavier Jeance, film que j'attendais moyennement parce que j'ai jamais été très très fan de ce que fait Xavier Jeance, même si je reconnais qu'il y a une très belle progression dans son cinéma. J'ai jamais été vraiment attiré par le traitement de ces sujets. Je trouvais ça parfois peut-être un petit peu de finesse. Et là, j'ai pris une grosse claque. Voilà. Franchement, c'est un film d'aventure fantastique, parfois un peu horrifique, sur 2 hommes qui se retrouvent en 1914 sur une île déserte ou presque, et qui l'un est un ornithologue un météorologue qui doit observer le mouvement des vents, etc. L'autre est un gardien de phare. Et en fait, ces 2 hommes vont être assiégés par des créatures aquatico-humanoïdes. Voilà, donc ça fait très pitch de série B. Ça ressemble au final presque à une aventure un peu à la Stevenson, avec un petit peu de Lovecraft, aussi une histoire d'amour interespèce assez intéressante. C'est touchant, c'est mené tambour battant, c'est visuellement somptueux, c'est de la grande aventure. Voilà, j'ai été complètement emporté par le film. Je félicite Xavier. Je pense qu'il a aussi beaucoup mis dans ce film d'un de ses projets avortés qui s'appelait Vanikoro, qui était un film d'aventure cannibale qui se passait sur une île, je crois aussi. Et la frustration que ce film ne se soit pas fait, c'est peut-être vu dans Cold Skin, qui lui-même a mis beaucoup de temps à se faire. Voilà. Et si je parle de ce film aussi, c'est qu'il n'a toujours pas de distributeur français, alors qu'il a été acheté à peu près partout dans le monde. Il a été numéro 1 au box-office en Russie, et en France, personne n'en veut. À un moment donné, on se demande bien ce qu'ils ont dans les yeux. Donc j'espère que le film va être vite acheté pour sortir chez nous, parce que c'est vraiment très bien. Vous l'avez vu ? Pas vu, mais moi j'avais envie de le voir. Moi, j'avoue que la bande-annonce me faisait assez envie. Moi j'ai vu le film, je trouve ça vraiment très très. Moi j'aime bien le cinéma de Xavier Jean, j'aime pas trop Hitman, mais bon, c'est pas trop son film. Oui. Et Frontières, il y avait une volonté jusqu'au boutiste que j'apprécie. Après, je n'étais pas super fan de la caractérisation des personnages, mais par contre, j'aime beaucoup The Divide. Je trouve le film assez intéressant, surtout dans l'économie de moyens. Et celui-là, je trouve, il y a un truc qui est commun chez Xavier, ça ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est un bon faiseur d'images. Il fait des films très très beaux, avec des belles photos, des beaux plans. The Divide était assez exemplaire à ce moment-là, surtout qu'il a galéré pour le faire. Il y a eu des soucis d'argent, et The Divide, il y avait vraiment une patte crado. Il a vraiment sorti. Et c'est quelqu'un qui a pris parmi les meilleurs. En fait, il est niçois et il a pu. Enfin, si un jour on l'accueille pour nous en parler, mais il a pu être là à la grande époque où beaucoup d'Hongkongais venaient tourner des films sur la côte d'Azur française. Et donc il a pu voir des gens qui ont Rigolam ou Chayar travailler, et je peux dire que c'est assez, je pense, formateur. Et voilà, donc c'est un gars qu'on aime beaucoup parce que c'est quelqu'un d'extrêmement positif, c'est une crème. Une crème, et surtout qui adore le fantastique, et voilà, il n'y a pas de côté arriviste chez lui, c'est en lui, c'est ancré en lui et tout. Et là, il a fait un beau film de monstre, un film poignant comme tu disais, une belle histoire d'amour aussi, et c'est un film, je trouve, très 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 beau et très aérien dans sa façon d'être filmé. Voilà, moi j'aime beaucoup ce film. Et toi, Cyril, qu'as-tu vu récemment ? Alors, je vais vous parler d'un film très très curieux que je rêvais de voir depuis des années. Je me suis dit, tiens, ça sera l'occasion pour le PIFcast de le regarder. Alors, je vous dis, l'adaptation d'un des mangas les plus cruels jamais faits au Japon, par un des réalisateurs les plus talentueux. Vous me dites ?
L'école emportée. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Je rêve de le voir aussi. Tu as trouvé le film de l'école emportée. tu ne l'as pas dit. Et non. Alors, qu'est-ce que l'école emportée? L'école emportée, c'est un manga donc de 1972 qui a été écrit par Kazuo Umezu, qui est un peu le maître de l'horreur dans le manga japonais. Qui maintenant veut se faire appeler Kazuo Umezu. Umezu, voilà, il ne faut plus dire le OU à la fin. Et en fait, c'est une série de mangas. Il a la particularité, c'est de dessiner un peu. Alors, je vais peut-être me faire tuer par les fans de manga, mais un peu à la Tezuka, des dessins très très pas enfantin, mais des très joyeux. Quand on est dans une ligne assez ronde. Assez ronde, voilà. Et en fait, l'école emportée, c'est quoi? Donc, je vais raconter l'histoire avant de parler du réalisateur. C'est en fait des élèves dans une école, et tout d'un coup, l'école va se mettre à disparaître, vraiment comme un gros bloc, comme si elle était téléportée, un peu comme la bulle dans Terminator quand il y a la téléportation. Et elle va arriver dans une sorte de monde complètement hostile, un monde recouvert de désert avec des bestioles, une sorte d'insectes géants. Et c'est un jeu de massacre, mais hallucinant. C'est que dans le manga, tous les enfants, les adultes et tous s'entretuent, se font tuer, et c'est d'une violence absolue. Et quand on vous parle d'enfants, on parle pas d'ados de 15-16 ans. Non, c'est des élèves de primaire. Voilà. Et là, le film a été donc adapté pour le cinéma donc en 1987 par Nobuhiko Obayashi, que beaucoup de gens connaissent pour son chef-d'œuvre qui est Aozu, donc House, qui est un film rempli de poésie, c'est une sorte de, je vais essayer d'être réducteur, mais une sorte de Michel Gondry japonais, sachant qu'il était là avant Michel Gondry, donc c'est plutôt Michel Gondry qui s'inspire de lui. C'est quelqu'un qui est capable, avec très peu de moyens, avec plein d'effets d'optique, de débrouillardise sur la caméra et tout, à faire plein d'effets visuels assez hallucinants. Aozu, c'est juste, moi je dis toujours, c'est un peu du Sam Raimi avant l'heure, c'est qu'il y a des plans de fou, il y a des idées visuelles dingo, il y a un côté pop kawaii, mais genre 20-30 ans avant que ça soit vraiment la norme, voilà. Et donc, quand on se dit Obayashi qui adapte Umezu, ça va donner un truc de ouf, surtout qu'en plus, on retrouve à la musique Joe Hisaishi, et donc qui était, à l'époque, avait déjà fait 2-3 films de Ghibli, donc voilà, c'était avant Totoro qu'il a fait ce film-là. Donc on se dit, voilà, Umezu, donc Obayashi et Joe Hisaishi, et qu'est-ce que ça donne? Et ben ça donne un film, malheureusement, un peu chiant, parce qu'il se passe pas grand-chose, et c'est orienté très gamin, en fait. C'est vraiment limite un film pour enfants, c'est-à-dire que les bestioles sont assez ratées. Il y a même des sortes de bestioles gentilles qui n'étaient d'ailleurs ne finirent pas dans le manga, je crois. C'est plus du tout un jeu de massacre. On suit 2-3 histoires, ils vont un peu dehors, ils vont un peu dedans. En fait, voilà, il se passe pas grand-chose. Il y a un peu d'effets visuels à la Obayashi, mais pas beaucoup. Et quand on a vu ses autres films, en fait, il recycle un peu ce qu'il a fait. En fait, ils ont été prendre un génie des effets spéciaux pour faire un film qui, normalement, méritait d'avoir une vision, parce que quand ils sont dans cette terre hostile, c'est vraiment, imaginez le désert de partout avec des bestioles gigantesques qui les découpent. C'est un film ça doit être un film très violent. Et c'est un film qui, du coup, n'a pas été bien fait. Et ce qui est rigolo, j'ai découvert en enquêtant sur le film, c'est qu'il y a eu 2 adaptations par la suite. Il y a une version américaine qui a été faite, donc voilà, qui est vraiment super cheap. J'ai vu des extraits sur YouTube, c'est vraiment pas terrible. Et les Japonais en ont fait un drama en 2002 qui s'appelle Long Love Letter. Et de ce que j'ai vu aussi, c'est vraiment un film qui mériterait d'être fait un jour, parce que le sujet est dingo, et ça, par contre, ce serait tellement violent que je pense que. C'est bizarre comme titre. Long Love Letter. C'est le nom du film. Il dit qu'il voit pas l'import. Ouais. Et donc, en tout cas, lisez le manga oui. qui est trouvable en France. Oui, qui est sorti chez Glénat en petit format, en 6 volumes, je crois. C'est absolument incroyable, 6 volumes, c'est du bonheur absolu. Quoi. Ouais. Enfin, oui, enfin, ça dépend de votre définition du bonheur. Voilà, non, c'est vraiment, voilà. Et regardez les films de Bayashi, ça vaut vraiment le coup. Oui, Aosu, c'est extraordinaire. Voilà. Et donc voilà, je pensais bien qu'aucun de vous l'aurait vu, parce que comme dit Xavier, c'est un film qui était pendant très longtemps invisible. Il n'y avait qu'une VHS japonaise. Et en fait, je donne mon secret, il y a eu une diffusion en HD sur la télévision japonaise, et selon certains canaux, on peut trouver une très belle version HD du film, sous-titré en anglais. Voilà. Ah oui, sachant que le film, c'est assez curieux, ça se passe dans une école du coup internationale, et le film est à moitié en japonais et à moitié en anglais, avec beaucoup d'étudiants qui parlent le japonais comme souvent au Japon, qui prennent les premiers gaijins qu'ils ont trouvés, donc par une sorte d'américain un peu yeah, I would like to... Voilà, c'est un peu surexagéré, voilà. Donc c'est un truc qui est assez curieux dans le film, voilà. Xavier ? Ah, eh bien, moi je vais vous parler d'un film qui a été diffusé à l'Étrange Festival l'année dernière. Non, j'ai arrêté Netflix, faut pas déconner. Il s'agit donc de Mon Monsters. Ah oui, tout à fait. De Guy Densco, film taïwanais. Donc en fait, Guy Densco, c'est un auteur taïwanais, c'est un auteur taïwanais extrêmement prolifique. Je crois qu'il est déjà à 80 bouquins. Au maximum de sa vitesse, pendant 14 mois, il sortait un livre par mois. Donc voilà. C'est Takashi Miike du roman. Ouais, c'est un peu ça. Sachant que, comme Takashi Miike, il est
très prolifique, mais en touchant en plus un maximum de genres. Il peut faire un bouquin de romance, un bouquin fantastique. Bon. Il n'a pas été censuré il n'y a pas très longtemps en Chine. Il y a un de ses Si, bouquins qui a mais été retiré des. Si, mais des parce librairies. c'est pour une de ses prises de position. Oui, en c'est ça, fait. sur le printemps des parapluies. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est pas pour une de ses œuvres, c'est vraiment une prise de position. Et donc du coup, Révolution des parapluies, pardon. Voilà, il a une carrière cinématographique qui est en train de démarrer, on va dire. C'est son deuxième, je crois, ça, non ? C'est son deuxième film, sachant que parallèlement à ça, il est aussi scénariste sur plusieurs films. Son premier film était donc une petite bluette, une romance très, très sympathique, hein, c'est très joli. Et donc arrive Mon Monsters. Ce film, c'est pas du tout ce que j'attendais. J'ai vu la bande-annonce, je m'attendais à un film de monstre. Ce n'est pas un film de monstre. Clairement, on a affaire à une sorte de drame horrifique. Donc en fait, on va suivre un élève qui est harcelé par des élèves de sa classe. Ils vont lui faire porter le chapeau pour un vol d'une coopérative. Et du coup, il va être obligé de faire des travaux d'intérêt généraux. Et du coup, c'est ces bourreaux qui vont être les témoins de ces travaux. Du coup, ils vont rencontrer un vieillard qui a l'air d'être catatonique. Et sous son lit, il garde une valise enchaînée. Forcément, les bourreaux vont vouloir récupérer la valise la nuit, vont vouloir la voler, et vont décider d'emmener leur victime avec eux pour qu'ils soient mouillés, pour qu'ils ne puissent pas parler. Du coup, indirectement, lui va accepter de le faire par faiblesse d'esprit, puisque finalement, il va rentrer dans leur cercle. Et la nuit tombée, lorsqu'ils y vont, ils arrivent à récupérer la valise. Et dans le couloir de l'immeuble, ils entendent des bruits bizarres. Ils vont voir qu'il y a 2 ghouls en train de dévorer un cadavre qui les remarque. Et du coup, ils vont commencer par se faire courser. Et là, vous vous dites, c'est un film de monstres. Et t'as menti, en fait. Avec des teens qui sont pourchassés. Eh bien, pas du tout. Puisque après, le monstre, en fait, 2 minutes après, l'un des 2 monstres se fait percuter par une voiture. C'est un film de voiture, du coup. Non. Donc, du coup, on se dit que le monstre est déjà mort. Ah, il va à l'hôpital, non, c'est un film d'hôpital. C'est d'urgence. Il se jette sur un des élèves et du coup, ils lui mettent un gros coup de pelle dans la tronche et ils se disent qu'ils l'ont tué. Évidemment, Et beaucoup, ils se disent, quand même. devant une caméra de surveillance, donc il faut planquer le corps. Ils vont aller planquer le corps. Ça va être comme ça tout le long, en fait. D'accord. Et du coup, ils vont aller planquer le corps et vont se rendre compte qu'en fait, la bestiole est toujours vivante. Et là, ils se disent, c'est cool d'avoir un monstre. Si on l'enchaînait, qu'on rigolait avec. Et là, ils vont commencer à torturer le monstre. Et du coup, il commence à y avoir une sorte de jeu de plus en plus sadique sur la torture du monstre, sur leur première victime qui est en train de prendre une place de plus en plus importante avec ses bourreaux qui ont l'air de l'accepter, mais tout en continuant de le torturer. C'est un film super bizarre, c'est méchant, c'est noir. Au niveau de l'ambiance, franchement, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai retrouvé l'ambiance des catégories 3 de l'époque. Explique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors en fait, les catégories 3, c'était en fait à une certaine époque, au niveau des classifications des films, on a 1, 2A, 2B, 3. Comme nous, en France, on a 12 ans et 16 ans et 18 ans. Sauf que catégorie 3, c'est le maximum. À partir du moment où à partir du moment où on est arrivé aux catégories 3, on peut faire ce qu'on veut dans le film, on ne sera pas censuré. C'est les majeurs, en fait, c'est pour les gens majeurs. C'est voilà. 18, quoi. Voilà, et donc du coup, sur tout ce cinéma pré-rétrocession, toutes les frustrations, toutes les haines qu'il pouvait y avoir dans l'esprit malade de certains réalisateurs chinois ont été littéralement déversées dans des films qui sont particulièrement sombres, certains particulièrement gore ou vicieux. C'est surtout ça, la catégorie 3 qui différencie du reste du cinéma de l'homme terre entière, c'est que c'est pas forcément gore, c'est que c'est des fois malsain. Il y a aussi du cul, mais voilà. Il y a un côté moral, en fait, c'est ça. On va aller dans les tréfonds de l'âme humaine. Voilà. Par exemple, vous voulez voir Ebola Syndrome. Voilà, et Ebola vous verrez Syndrome, c'est le quintessence de catégorie 3. C'est le Citizen Kane du glauque. Voilà. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse un pifcast sur Ebola Syndrome. Moi, je l'ai vu en 35 mm au magnifique festival du NIF et j'ai vécu un aboutissement de ma vie de cinéphile. Voilà, ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu Mon Monsters au NIF aussi. Ah bah voilà, comme quoi la boucle est bouclée. Moi, j'ai vu aucun de vos films, moi. Du coup, on n'est pas dans un côté vicelard comme pourrait être, je sais pas, Red to Kill ou Ebola Syndrome. Il y a plus une sorte de nihilisme. Moral, finalement, quand même.
on est plus dans une sorte de nihilisme que je rapprocherais plutôt de l'Enfer des armes, qui n'est de mémoire pas un catégorie 3. En fait, c'est le film Je me sens que c'est un 2B. Non, hein. mais c'est le film qui a lancé surtout Sure. la catégorie, Ah oui. en fait, parce qu'en fait, c'est à cause de ce film-là, ils ont dit merde, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est un film qui a été qui a fait un bouleversement total à Hong Kong, et il y a eu un avant, un après. Et la classification telle qu'on la connaît à Hong Kong est issue de ce film-là, en fait, de l'Enfer des armes de Choy Yarack. Et du coup, on a encore ces jeunes, enfin cette représentation d'une certaine jeunesse asiatique qui est complètement écornée. Et je vous rassure tout de suite, oui, on va se dire, on a les monstres, mais les monstres, ils sont peut-être gentils. Et du coup, on va se dire, est-ce que le monstre... Et justement, Ça reste des je pense que ce qui peut gêner beaucoup de personnes, c'est un moment de se dire, oui, donc on a les humains sont peut-être plus méchants que les monstres qui bouffent des humains. Et en fait, non, mais même ça, il s'en fout, il part sur autre chose. Et franchement, le film est à la fois très surprenant, tout en essayant de te mettre mal à l'aise. Et j'ai vraiment adoré ce film, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça super, quoi. m'a fait pas mal penser à Jack Ketchum aussi. Oui, qui est mort tout à récemment, fait, oui. Ouais, et qui était au NIF d'ailleurs il y a quelques années. Il est mort en étant vif. Ouais. Moi j'ai bien aimé Moon Monsters. J'ai juste trouvé qu'il y avait quelques facilités en termes de comique. Tout à fait. Qui désamorçaient un petit peu, on va dire, le nihilisme du film. Ouais, mais pour certains justement qui étaient bien trouvés, Oui, certains, sans vouloir la scène déflorer. la scène du prout du voilà, monsieur, ça c'est tout much. Ça. Mais justement, non, parce que quand j'ai vu le film, effectivement, la scène Ça, du le prout, j'ai fait ah putain, ils sont obligés d'en rajouter un. Ouais. Et en fait, à la fin du film, Est-ce que t'es en 5 tu te points, rends compte ce qu'était ce prout en question. Et du coup, j'ai trouvé, ça a l'air surréaliste comme Prochaine conversation. thématique, le prout. Est-ce que le prout était en 5 Ouais. Et franchement, quand on se rend compte de ce que c'était La portée vraiment, du prout, quoi. Voilà. c'est- En 4DX, C'est le prout, finalement- il est vénère quand même. finalement, vous vous rendez compte que c'est pas si drôle que ça, en fait. Et Non, il faut j'avais finir aussi- là-dessus. Moi, ça faut me finir fait là-dessus, rire, faut finir Non, là-dessus, Laurent. non, mais j'ai juste été un petit peu déçu aussi par la violence du film, qui était la violence du prout. Enfin, la violence du film, qui quand en fait les personnages les plus horripilants du film doivent s'en prendre plein la gueule, c'est hors champ. Ouais. Ce qui est un petit peu frustrant juste quand tu veux être Justement, vraiment moi, dans le j'ai nihilisme adoré du ça. film. En revanche, il y a une scène extraordinaire, c'est la scène du bus. Ah putain, la scène du bus. Qui est Ne dis rien, ne dis rien, complètement ne dis rien. folle. Voilà, La scène du bus, c'est juste. Voilà. Tu sais que quand on va voir le film un jour, il y aura un bus, on en est fait putain, là on va être à fond, genre putain, c'est la scène du bus, bordel. Si c'est un mec qui est à son ticket, on va être déçu, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, Véronique. Véro, à Je toi. vais essayer d'enchaîner après ça. Mais bon. Est-ce qu'il y a des proutes en 5 points voilà. Ben moi, c'est un film du genre français, n'est-ce pas? C'est un film que j'ai loupé l'année dernière en salle. C'est Dans la forêt de Gilles Marchand. Ah, excellent. Et effectivement, je l'ai vu sortir dans pas mal de tops. On en parlait dans le podcast 28 des tops de 2017. Je l'ai vu dans plein de tops et je me dis mince, je suis passée à côté d'un truc. T'as vraiment dit ça? J'ai dit flûte, je crois. Sacré bleu. Et en fait, j'avais. Alors, j'ai pas vu ces deux premiers films, Qui a tué Bambi, et si j'ai vu L'autre monde, et j'avais détesté, mais vraiment. Ouais, quoi, Qui a tué Bambi, c'est vraiment pas mal. L'autre monde, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle je suis pas allée voir Dans la forêt. Rétrospectivement, je me dis voilà. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un père, donc Jérémy El-Kaïm, qui vit en Suède et qui reçoit ses deux fils qui doivent avoir entre 8 et 12 ans. Parce qu'il est séparé de sa femme et donc il les reçoit pendant les vacances et il les emmène faire une balade en forêt, enfin en tout cas du camping. Enfin, pas du camping d'ailleurs, il y a une maison mais sans électricité, etc. Donc au début, enfin dès le début en fait, on comprend que la relation avec le père est un peu difficile. D'ailleurs, le film commence par une séance chez le psy du plus petit des garçons, donc on comprend que c'est le gamin va chez le psy. gamin voilà. extraordinaire. Ouais, alors ça c'est un des trucs du film, c'est ce gamin qui joue vraiment de manière incroyable. Bon, cela dit, après je l'ai vu en interview, il est comme ça tout le temps, il est hyper chelou en fait, donc je sais pas dans quelle mesure c'est du talent, on pourra le dire plus tard peut-être, mais bon. Je mange des épluchures d'ongles. C'est ça. Et non, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est du genre donc suggéré, donc c'est-à-dire qu'on c'est pas toujours confirmé que c'est vraiment du fantastique ou pas, et souvent c'est très énervant ça dans les films en disant oui ils ont pas assumé de faire vraiment du fantastique et tout, et là je trouve que c'est pas trop un problème dans ce film là en fait, ça fait partie de la poésie du truc, et ça raconte aussi quelque chose sur le père et ses fils
voilà, un père qui a envie de transmettre quelque chose comme ça à ses fils, de les emmener, qui veut les garder avec soi, mais en même temps il sait pas trop quoi en faire. Je pense que c'est le cas de beaucoup de couples qui se séparent quand ils ont des enfants. Donc le père a envie d'avoir la garde, mais il sait pas quoi faire de ses gosses au final. C'est un peu ça, quoi. Et en fait, ce qui est vraiment bien fait, donc tu l'as vu toi, Laurent, du coup. tout à fait. On l'a tous vu, je crois, non Ouais. On l'a tous vu. Ah, donc j'étais la dernière, quoi, c'est ça. Ouais, on voulait pas te le dire, Véronique, on voulait pas être un peu misogyne, mais quand même. Et là, vous avez tu- tous tu- aimé Je trouve ça bien. Ouais, mais pas fou. Hein, Un peu longuet comme toujours avec moi, mon problème, mais une bonne ambiance. Et comme tu dis, déjà El Kaïm joue bien, ce qui est assez Ouais, rare parce que il est c'est très bon, hein. pas un très bon acteur en général. Je suis désolé si t'écoutes ce podcast El Kaïm, mais voilà, t'es pas très bon Pardon, d'habitude. VG. Voilà. Et non, bonne ambiance. Un travail sur le son en général, un travail sur le sound design qui est pas mal. Et si je me parce que trompe pas, toutes les parties dans la forêt, c'est assez. Enfin, c'est un personnage, la forêt. le réalisateur à la base, c'est le scénariste de Dominique Moll, ça qui avait Tout à fait fait. Oui. Un ami qui veut du bien et Lemmings. Voilà. Oui, le scénario, ils l'ont écrit Voilà. ensemble. Ouais. Et il faut savoir aussi que le film est une adaptation officieuse d'un livre extraordinaire. Un La Bible. des trucs qui m'a le plus mis mal à l'aise de. Attends, j'étais bourré quand je l'ai écrit. J'assume maintenant, mais j'ai mis longtemps à m'y faire alors ne me juge pas. Un livre qui s'appelle Sugvan Island de David Vann, qui raconte exactement la même histoire au départ, à quelques variantes près. C'est l'histoire d'un père séparé de sa mère, de sa femme, qui récupère son jeune fils pour les vacances et qui décide de l'emmener là cette fois en Alaska dans une maison au milieu de nulle part. Ah oui, donc c'est un peu Et l'histoire. ça va partir méchamment en sucette. Le livre est un truc traumatisant. Et en fait, moi, ma hantise en voyant le film, ça a décuplé en plus mon ressenti du film. C'est que quand j'ai compris que c'était une adaptation officieuse, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, Gilles Marchand, C'est moins cher que Pays droit. c'est que je me suis dit, si ça va aussi loin que le livre, ça va être horrible à regarder. Du coup, non, après ça bifurque, heureusement, parce que sinon ce serait insupportable. Mais il a réussi à capter le côté extrêmement anxiogène du bouquin, même pour en faire autre chose. Parce que le bouquin n'est pas du tout fantastique en revanche. Mais alors, du coup, si tu as aimé, je te conseille de lire ce livre, Sugvan Island. Il fait même pas 300 pages, ça se lit en une semaine et c'est un putain de coup de poing dans la gueule. Et là, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que c'est du point de vue de l'enfant aussi, donc ça justifie aussi l'aspect fantastique du film. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, non. On enchaîne, justement, on parlait de cinéma de genre français. On passe au dossier. L'actu ciné de ce début d'année fait la part belle au cinéma de genre français. Donc on avait la sortie de Revenge le 7 février dernier. Il y a Grave qui est nommé au César, donc on croise les doigts parce que c'est très bientôt qu'on saura s'il est enfin récompensé, même s'il l'était déjà au pif, n'est-ce pas ? Les Garçons Sauvages le 28 février. Il y a le Ghostland de Pascal Laugier le 14 mars. La Nuit a dévoré le monde le 7 mars. Dans la brume en avril, bref, j'en passe. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui en fait de déterrer quelques pépites de cinéma de genre français. Mais avant ça, Xavier, un petit topo sur Professeur Xavier. Professeur Bon, Xavier. C'est pas ça parce qu'il n'a pas beaucoup de cheveux. Je ne mérite pas ce titre. Non, mais en fait, je voulais juste rappeler tout simplement que le cinéma français de genre existe depuis quand même très longtemps. Merci pour ce point. C'était court, mais intense. Et c'est vrai qu'on a... j'ai l'impression que les gens, donc, comme on en discutait avec Laurent il y a peu, j'ai l'impression que quand on leur dit cinéma de genre, c'est quand même très limité dans le temps. Alors qu'il faut quand même se rappeler que dès les années 30, 40, on avait déjà quelques films qui arrivaient. On avait Lilium de Fritz Lang, tu avais Duvivier qui commençait avec Le Golem, pas totalement fantastique, mais quand même. Méliès avant, carrément. Tout à fait, il y a Méliès aussi. Et du coup, tu avais aussi La Charrette Fantôme. Mais pour l'instant, même avec Méliès, c'était quand même des tentatives, on va dire, éparses. Et c'est vraiment à partir des années 40, on a commencé à fournir... chier du film fantastique par kilo. À fournir un peu plus. Là, du coup, tu as Tourneur, Cocteau. Petit à petit, le cinéma fantastique... est devenu, on va dire, un peu plus important, mais c'est vrai qu'on est toujours resté finalement assez éloigné. Moi, personnellement, j'ai l'impression vraiment que dans le cinéma français, ça fonctionne par vague. C'est assez étonnant. Si je vous dis cinéma de genre fantastique des années 70, on a tous une vision très précise de ce type de cinéma. Les années 80, Métal Hurlant, c'est une autre ambiance, c'est un autre délire. Les années 90, pareil. 90, c'est fantastique, ça y avait rien, donc ça c'est bien. Moins, alors, il y en avait. En France, au début 90, il y en avait en plus. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu une petite période.
les films à sketch surtout. Il y a eu Adrenaline, Parano, il y a eu Baby Blood, voilà, il y a eu le 3615 Code Père Noël. Les Brocéliande et tout ça, c'était. C'est beaucoup plus tard. Ouais, mais c'est beaucoup plus tard. 3615 Code Père Noël qu'on a passé d'ailleurs aussi cette année. C'est pareil, début 90. Il y a une sorte de. Ça correspond à la fin d'Avarias d'ailleurs, une sorte de sursaut du fantastique en France, mais ça a vite disparu. Hein. Mais très souvent, ça marche vraiment sur un film qui va, je vais peut-être pas dire cartonner, mais qui s'est quand même bien fait connaître, et d'un seul coup, le ça passage à l'époque. s'ouvre Le la voie. passage a dû ouvrir la voie. Que ce soit le passage. Haute tension, même si j'ai l'impression qu'Haute tension a pas non plus tout pété. Les visiteurs, ça compte. Promenons-nous dans les bois. Promenons-nous dans les bois. Le pacte des loups. Le pacte des loups. Ouais. Je fais donc, voilà. Enfin après, je trouve juste ça un petit peu dommage que. J'ai essayé de faire le pacte en dessinant sur la table. Ah ouais, putain. Et voilà, du coup, je trouve un peu dommage que les gens ont un peu toujours tendance à limiter le cinéma de genre aux années 2000. Le French Wave, voilà, avec à l'intérieur, Martyr. C'est assez dommage. Quoi. Merci, professeur X, pour cette. Du coup, ce qui nous permet d'enchaîner sur le contenu de ce dossier. Véronique, qu'est-ce que tu as choisi? C'est moi tout de suite. Oui. Non, à précision peut-être. Oui, nous avons chacun choisi un film. Une pépite méconnue et que à nous trois, je crois que nous couvrons début des années 70 jusqu'à début des années 90. À nous quatre, pardon. Ouais, c'est ça. Car je m'exclus automatiquement, car je ne pense qu'aux autres. Et, tu donnes. Comme j'ai dit nous, en fait, ça marche pas. Voilà. Bref. Et bon, tu couperas ça au montage, parce que là, c'est un peu relou. Jamais. J'ai dit Véronique en premier, mais en fait. Mais peut-être pas en fait, peut-être que tu n'as pas envie de commencer. Peut-être que chronologiquement, oui. Ce serait toi. C'est moi qui commence. Non, c'est 1971 le mien. C'est moi aussi. J'ai 72. Alors c'est quel mois? Ça dépend, il est sorti en 74, donc peut-être que c'est toi quand même. C'est moi dans ce cas-là. Allez, vas-y. Alors, moi c'est un premier film. Il s'appelle Mais ne nous délivrez pas du mal, un film de Joël Seria. Alors Joël Seria, il est surtout connu pour ses comédies. C'est comme La Lune, Les Galets de Pont-Aven. Mais il a fait des films très bizarres. Il a fait Marie Poupée par exemple. Et on pourra en parler d'ailleurs plus tard, mais surtout il a fait ce film-là, donc Mais ne nous délivrez pas du mal, qui est un film très 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 curieux. Alors en fait on va suivre l'histoire de deux jeunes filles qui vont en fait découvrir le mal et elles vont propager le mal. Dit comme ça fait un peu impressionnant, mais c'est vraiment ça. Avec ou sans eux? On dirait Dangereuse Alliance. Dangereuse Alliance. C'est donc Jeanne Goupil, magnifique Jeanne Goupil, qui d'ailleurs qui a joué dans plusieurs films de série et devient plus tard sa femme. Dont Les Galettes de Pont-Aven, voilà. avec un très beau dialogue sur ses fesses. Tout à fait. Et Marie Poupée, où elle joue le rôle de la poupée justement, où c'est du Solier. Attends, elle devient la femme de qui? Du réalisateur Joël Seria. Ok. T'inquiète pas, elle est majeure. Hein. J'en parlerai oui, après. Elle a 20 piges. Elle a 20 piges. Et surtout, Catherine Wagner, en fait, je me suis renseigné un peu sur le film. Et en fait, c'est une actrice qui a fait surtout ce film-là et qui a très mal fini, qui a fait un peu des films érotiques pornographiques. Ouais, elle a fait beaucoup de films porno. Et qui est morte, je crois, dans l'essence totale, en fait. Ils ont même découvert son corps une semaine après sa mort. Enfin, c'est une histoire un peu tragique. Et donc, je me suis dit, tiens, je suis pas très bon en résumé. Je vais essayer de vous lire un truc que j'ai trouvé. C'est donc l'histoire de la fuite en avant de deux adolescentes attirées par le mal. Un récit meurtrier très librement adapté d'un fait divers sordide, l'affaire Parker Hume, de 1954 en Nouvelle-Zélande. Et en fait, cette affaire, donc Parker Hume, c'est l'histoire de deux filles donc, qui vont s'associer pour tuer la mère d'une des deux. Ça a été adapté aussi au cinéma par Peter Jackson avec le film Créature Céleste. Donc c'est la même histoire à la base, le même fait divers, qui donne deux films très différents. Parce que quand on voit les deux très bons films, hein. J'adore les deux films, mais c'est très différent. Donc on suit, voilà, donc j'ai un peu brossé le trait. Donc on va suivre donc, ces deux jeunes filles qui vont s'initier au mal, qui vont faire les pires méfaits, qui vont user de leur côté juvénile justement pour faire tourner en bourrique avec les garçons et les rendre fous. Et les hommes. Les garçons. J'ai dit garçons, mais les garçons c'est un peu comme des hommes en fait, on peut dire ça comme ça. Des fois c'est une façon différente de dire les choses. Qui a vu le film ici? Qui voudrait en parler? Moi je lève la main mais ça se voit pas. Voilà. Qui veut prendre la parole? Le bâton de parole. Qui veut prendre le bâton de parole? Je prends le bâton. Prends le bâton de parole. J'ai trouvé ça. Enfin, j'étais hyper contente de découvrir ce film. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, quand tu parles elles utilisent leur corps juvénile. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des corps juvéniles. En fait, ça commence à être des corps de femmes. Donc elles sont un peu entre les deux. Sauf que je pense qu'effectivement, elles sont encore des petites filles et elles se rendent pas compte du pouvoir de leur corps en fait. Et elles le pressentent, mais elles s'en rendent pas compte. Donc à chaque fois quand ça va trop loin, effectivement, elles redeviennent des petites filles en général, et c'est assez terrifiant. Enfin, ça donne des scènes vraiment intenses, et je me demande vraiment comment ces fillettes ont vécu ce tournage, parce qu'elles ont l'air d'être des fillettes. Donc, elles ont, comme disait Xavier, elles avaient 20 ans sur le tournage, mais elles font beaucoup plus jeunes, et après ils les ont un peu habillées comme des jeunes filles et tout, mais voilà. Et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que le film a été interdit à l'époque par la commission de censure pour, attention, et ça va donner envie à tout le monde de regarder le film, perversité et sadisme et les formes de destruction morale et mentale qui y sont contenues. Et pendant 9 mois, le film a été interdit totalement en France. Et ensuite, il fut sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et ça a lancé la carrière de Joël Seria, quoi. Voilà.
Très beau film. Ça fait longtemps que je l'ai vu, donc j'en ai pas un souvenir extrêmement précis, mais je me rappelle d'un côté sadien. J'avais presque l'impression de voir un écrit du marquis de Sade sur la bienséance hypocrite d'une société et comment le sexe dans un cadre non moral justement pouvait être le révélateur de ce truc-là. C'était profondément dérangeant sans être non plus une espèce de shitstorm graphique ultra gore, etc. Pas du tout, c'est vraiment l'écriture, le jeu, le choix des comédiennes qui sont vraiment super efficaces de ce point de vue-là. Ça m'avait beaucoup marqué. En fait, ce film, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que leur attirance pour le mal n'est pas juste une bête attirance, genre pour Satan ou autre. C'est vraiment une réponse à un ennui, l'ennui de leur existence. L'adolescence, quoi. Ouais, mais on l'a tous fait, torturer des gens. Elles sont vraiment dans des univers très froids et foncièrement creux. Elles passent leur journée en cours avec des nonnes. Quand elles rentrent chez elles, c'est des grandes baraques vides. Si je ne m'abuse, ça se passe en province, plutôt dans un petit village, non ? Oui, ça c'est à la campagne. Vers Dijon, non ? Tu es méchante. Non mais c'est marrant parce que moi je n'en parle pas maintenant, mais le film dont je vais parler parle aussi de l'hypocrisie de la province française. Voilà. Je vais lire un extrait. Il y a un journal intime et on a l'extrait. Donc c'est donc Anne qui dit ça. Cela devient de plus en plus excitant, Laure et moi éprouvons maintenant un plaisir de plus en plus intense à faire le mal. Péché est devenu notre principal objectif. Comme d'autres passent leur vie sous le signe de la vertu, Laure et moi la passons sous le signe de Satan, notre Seigneur et Maître. Amen. Voilà. Et du coup, en fait, pose ce sexe, Laurent, remets-le dans son pantalon. Voilà. J'y ai pas passé après ça, quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Voilà, là, après je suis perdu. Là. Non, mais le film arrive en même temps à avoir un côté je trouve très humain sur la campagne, sur les paysans. Quelque chose finalement, et je vais me faire des ennemis, je suis désolé. Quelque chose, je pense qui me rappelle un petit peu Groland, dans une certaine représentation des fois de la campagne, mais en plus humain. Les Grolandais se disent toujours des enfants de Joël Sarria en fait, mais peut-être plus période de film avec Marielle et les comédies et tout, mais pour eux c'est clairement leur référence. Alors que Sarria, elle est un peu plus loin en fait. En fait, beaucoup de gens disent qu'il y avait une méprise sur le cinéma de Sarria en fait. C'est peut-être plus. Je pense. C'est peut-être plus. Mais le Pas du mal ou les Marie Poupée que plutôt ces comédies. Voilà. Mais les comédies, si vous avez jamais vu les comédies de Sarria, c'est du caviar. Il y a vraiment toujours quelque chose vraiment de très très humain, même au point où elles prennent le chemin du mal, mais on comprend pourquoi. Très honnêtement, parce qu'elles se font yesh. Mais dans les galettes de Pont-Aven, quelque part, t'avais un homme qui avait décidé d'arrêter un petit peu de passer une vie de con et de s'abandonner au plaisir charnel. Si je ne m'abuse, dans mon souvenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que en fait, j'ai tendance parfois à confondre le film avec Calmos parce qu'ils partent un petit peu d'un même. Forcément. C'est dans celui-là qu'il y a Kung Fu Fighting. C'est dans les Galettes de Pont-Aven ou pas ? Il y a un mec à poil qui danse sur Kung Fu Fighting et tout. Je sais plus si c'est comme la lune ou si c'est dans les Galettes. Je sais plus celui-là. Il y a un peu surréaliste. On voit un mec à travers une baraque à travers la fenêtre et sur Kung Fu Fighting et il danse la bite. Cette séquence est surréaliste. Et c'est marrant parce que du coup, tu peux presque voir les Galettes de Pont-Aven et Mais ne nous délivrez pas du mal comme des films assez jumeaux qui disent finalement la même chose sur des tons et des modes extrêmement différents. Bon, Véronique, vu que tu es la suivante dans la liste. 71 toujours. Année érotique, non, ça marche pas. 1971. Oui, alors c'est un film qui a été réalisé en 1971, mais qui est sorti qu'en 1974. C'est Le Seuil du vide de Jean-François Davy. Ou Davy, je sais pas comment on dit. J'ai pas d'avis. C'est adapté d'un roman de Kurt Steiner, qui est le pseudonyme d'André Ruellan, mais je suis sûr que Xavier a lu toute sa bibliographie, non ? Non. Ah, quoi ? Je suis déçue. Merde. Mais Xavier, déjà, il lit pas les livres, il les écoute. Donc, c'est vrai. Non, il pose sa main dessus, il les lit comme ça. Alors, si vous voulez lire une excellente série, lisez La Compagnie des Glaces de J.J. Arnaud. J'adore les glaces en plus. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. C'est la vie de Miko. Non, c'est un bouquin sur Miko, c'est ça ? Non, c'est ça, la Compagnie des Glaces.
Bref, le seuil du vide, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est Vanda, une jeune artiste peintre Jean-Claude Van qui Damme. monte à Paris, comme on dit dans le sud, sauf qu'elle vient de Strasbourg, donc ça se... Ah, elle vient de Strasbourg, elle monte à Paris. Et donc à peine arrivée à la gare, elle se voit proposer par une gentille mamie une chambre de bonne pour loger. Donc évidemment, comme le loyer est très très modeste, c'est-à-dire 200 francs le Ancien ou trimestre. nouveau? Donc pour les jeunes, ça fait 30 €, hein, c'est pas beaucoup. Pour le trimestre, alors ancien ou nouveau, je sais pas, non, parce que ce serait 200 000 francs On sinon. peut y passer la soirée là-dessus. Ouais. J'ai jamais compris. Rajoute des zéros. C'est ouais. les centimes, je comprends rien. Et donc en fait, quand elle arrive dans cette chambre, c'est une chambre très modeste et c'est une chambre qui a une géométrie très particulière, qui est un peu triangulaire, un peu étrange. Et surtout, il y a une porte dans cette chambre qui est condamnée. Et la logeuse lui dit surtout, n'essayez pas d'ouvrir cette porte, il faut absolument pas l'ouvrir. On ne sait plus pourquoi, mais il vaut mieux pas. Donc évidemment, C'est chez Cyril Hanouna derrière. Cette pécasse, qu'est-ce qu'elle fait forcément en arrivant? Bah évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle ouvre la porte. Enfin, elle essaie de l'ouvrir, ça s'ouvre Et pas. c'est un puis dressing. finalement, Eh ben non, il y a rien. Donc c'est encore mieux, il y a rien du tout et c'est tout noir. Donc c'est assez intriguant et surtout elle se rend compte que si elle va dans la pièce transparente, invisible on va dire plutôt, avec son chevalet et sa toile, elle fait des peintures qui sont magnifiques. Donc qui sont perçues comme étant magnifiques, parce qu'on n'est pas forcément comme des chefs-d'œuvre on va dire. Donc ce que j'aime dans ce film en fait c'est son côté français en fait. Enfin c'est très con à dire mais en fait c'est-à-dire qu'il y a cette fille qui est vraiment provinciale qui arrive à Paris, enfin je veux dire on connaît tous quelqu'un qui est monté à Paris pour faire artiste ou je sais pas quoi, enfin c'est une histoire typiquement française, c'est-à-dire Cyril. Voilà. non mais j'ai l'impression Je que suis une proctologue à la place. Il reparcourt. et en plus donc ça s'appuie sur des choses donc très françaises comme ça et en même temps c'est un thème de folie, de voyage dans le temps aussi un petit peu qui est quand même complètement fantastique. Et du coup c'est là où je me dis que c'est pour ça que je l'ai choisi en tant que pépite de cinéma français parce que pour moi c'est ce qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui en fait en termes de cinéma, c'est-à-dire que là il est parti d'un roman d'un auteur français qui raconte exactement quasiment la même histoire. Il l'a adapté en le gardant dans le jus français, on va dire, donc avec des codes français, etc. Et du coup, c'est ça qui me plaît parce que en fait, il n'a pas essayé de faire quelque chose comment dire, de spectaculaire en fait, parce que ça ne l'est pas du tout. Il y a des scènes en fait un peu vers la fin, un peu plus baroque, etc. Mais quand même, le film il est quand même hyper sobre et ça s'appuie sur quelques rares effets. Mais du coup c'est très très ancré dans notre enfin je veux dire quotidien. voilà dans notre quotidien, c'est-à-dire que ça se termine devant une boulangerie quand même hein. On peut le dire en plus vend des sans chocolatines, spoiler. Ouais, non, du pain au chocolat. Et en plus ça ose complètement le fantastique. Donc tout à l'heure on parlait dans la forêt qui était entre les deux mais c'était pas Là, c'est problématique. dans l'appartement là. Là quand même c'est ça ose vraiment le fantastique. Et en termes de réalisation, il y a quand même des petits relents de nouvelles vagues qui sont pas désagréables et qui participent. Dans la dernière partie, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas si vous avez tous vu le film. Le moment où ils sont dans la voiture et où en fait ça alterne avec une autre scène. Il y a un travail sur le montage. Moi, je suis pas un fan du film, mais j'ai trouvé qu'il y a un travail sur le montage. Parce que le début, les flashbacks dans le train, Oui. voilà. Il y a constamment, je me suis dit, tiens, c'est un film de monteur beaucoup en fait. Voilà, En fait, je trouve que ça déstabilise l'histoire régulièrement comme ça. Et ça, même si au final elle va prendre un café, machin, il se passe pas grand chose à certains moments. le cinéma français. Le fait que. Non, mais voilà, c'est là où je te dis que ça s'appuie sur le cinéma français. C'est-à-dire qu'elle va prendre un café, Il quoi. faut peut-être dire un petit mot donc, sur le réalisateur, Jean-François Davy. Oui. Qui à la base vient aussi pas que mettre de l'érotique et du pornographique, il a fait des documentaires, Exhibition 1 et 2, voilà, il a fait des très bons documentaires là-dessus, il a fait des films, des comédies beaucoup, genre comme Banane Mécanique. Et quand j'ai vu ce film-là, je ne connaissais pas du tout ce film-là dans sa filmographie, et moi ça m'a fait beaucoup penser à alors c'est pas un compliment, à du Alain Robbe-Grillet, qui est aussi un auteur français qui fait des films très barrés, et pareil très... dans la façon de filmer, les composer les cadres, le rythme surtout, ça me fait penser beaucoup à du Robbe-Grillet. Je sais pas si tu penses que je dis des conneries ou pas. Non, du tout. Non. Et Robbe-Grillet par contre c'est beaucoup plus hardcore. Là j'ai trouvé ça beaucoup plus digeste que Robbe-Grillet. Putain ça m'a... Non, s'accrocher, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir sur le seuil du vide, c'est que Jean-François Davy a mis 2 ans à le réaliser. Donc le côté film de monteur, c'est pas faux du coup, puisqu'il y a des effets qui ont été créés par manque de moyens pour arriver à tout raccorder.
Et moi, je trouve que du coup, le film, il y a une sorte de poésie surréaliste à la Rollin qui se dégage. Ah, j'ai pensé à Rollin C'est, et à Replié, voilà, c'est les deux. C'est quand même mieux que Rollin, quoi. Mais Et Rollin, c'est pas inintéressant. Rollin. Non, On c'est pas pourrait faire une inintéressant. entière sur Rollin. Je sais pas moi, je sais que mais... personnellement, je suis pas fan de Rollin. J'ai un peu de mal à rester vraiment devant un film complet. Mais c'est atypique. Mais c'est atypique et c'est pas désagréable, quoi. Moi, je suis désolé. Le raisin de la mort, c'est mortel. Genre, oui, c'est vrai. C'est son film le plus. Là, on va quand même d'un point A à un point B dans ce film-là. Tu vois, Tout à Rollin, fait. ça flotte un peu plus quand même. Tout à fait, mais du coup, on est quand même dans cette veine de surréalisme, Oui. je trouve un peu typique de cette époque-là. Ce que je disais tout à l'heure, où je trouve que vraiment, suivant les tranches d'âge, tu peux retrouver quelque chose Puis de. il y a un côté giallo aussi, visuellement, Aussi, oui. par certains moments, que j'adore. Après, c'est pas du baroque à l'Argento, hein, c'est Non. plutôt de pièce cuisine à la française, hein, mais je vois ce que tu veux dire dans le côté un peu de giallo. Sur la fin, quand même. Oui, un petit peu. quand il va dans les Et à l'heure où tout le monde quand même se pignole, je mets des guillemets avec mes doigts, sur Get Out, excusez-moi, mais c'est un peu la même histoire. Non Oui. C'est vrai. Et un petit mot, genre, c'est annexe, mais c'est lié. Jean-François Davis, c'est grâce à lui qu'on a eu plein mal de films d'horreur en DVD dans les années 2000, via la société Opening. Et Michel Caputo. Voilà, donc des films comme Zombie de Romero, par exemple, ou Maniac de William Lustig, on les a eu en France en DVD, dans des belles éditions, grâce au travail de Jean-François Davis, qui, à l'époque, avant Opening, s'appelait comment sa boîte à l'époque de la VHS J'ai oublié. Oh là là là. C'est pas Scarzo? Non, Scarzo, c'est autre Scarzo, chose. non. Ouais. Je ne sais plus. Bref, voilà, c'est un des pionniers, enfin un des habitués de la vidéo qui a Alpha Vidéo, non, je sais pas. Merci Non, c'est pas Jean-François. La vidéo. Et il me semble d'ailleurs qu'il y avait un méga coffret Jean-François Davy qui est sorti Ouais, en qui est sorti DVD, l'année un truc dernière, de ouais. fou. Je crois qu'il y a 50 rondelles dedans. Il faut pas les péter. Non, mais et voilà. Ouais, il fait des films érotiques, donc c'est pas faux. Hein. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, si je me rappelle bien, il n'y a pas Michel Lemoine qui a un petit rôle au début du film. Là, tu regardes Laurent qui n'a pas vu le film. Je suis le seul à pas l'avoir vu. Il y a surtout Michel Lemoine. Fact-checking. Tout à fait, c'est le mec à l'aéroport. Oui, voilà. Et il y a aussi Michel Lemoine, Roland acteur Topor. mythique. Il y a aussi Roland Topor qui fait un caméo. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Ah, vrai. ouais. C'est vrai. C'est juste Ah, bah, ça pour Cyril, qui Donne aime encore beaucoup. plus envie de le J'adore voir. Topor. J'adore Topor aussi. Ah bah, qui n'aime pas Topor? Qui n'aime pas Topor. Qui n'aime pas Topor n'est pas N'est pas. Ouais. fan de quelque chose. Bon, allez, Laurent, chronologiquement. Alors, Comme elle t'insulte. vas-y. Chronologiquement, vas-y, Chronologiquement, ta mère. Un tout petit bond en avant, 1975. Voilà, nous sommes en Normandie, dans la forêt. Une forêt dans laquelle se balade Mimsy Farmer. Mimsy Farmer que vous connaissez. Cheveux courts forever. Voilà, Cheveux Court Forever, donc une des poster girls Qu'on connaît de, parce qu'on de a Cyril. vu où Parce que vous l'avez vu dans 4 mouches de velours gris. gris. Parce que vous l'avez vu dans Le Parfum de la Dame en Noir. Sur C'est la ça. route du Salima. Non, sur la route de Salima aussi, non, il me semble. C'est pas elle qui joue dedans. Oui, si, oui, et oui, aussi oui, oui. dans De Mort, Lautner. dans Mort de Oui, Schroeder. Barbet Schroeder. Voilà. Donc c'est une touriste anglaise qui Attention, pas la matière, hein, le pays. la matière. Anglaise, en terre Ah. glaise. Moi, je crois que tu faisais un Je mot suis sur obligée de touriste. traduire les blagues de Je Cyril. crois que tu la finesse. C'est chaud. Et donc, elle est en balade en Normandie. Elle veut venir repérer une bâtisse qu'elle aimerait louer. Et elle rencontre des chasseurs qui chassent, une bande de potes qui sont tous plus ou moins des notables du village du coin, qui sont constitués d'un casting de gros déglingos, il faut bien le dire quand même. C'est-à-dire qu'en gros, paye T'as ton dit le titre casting, du quoi. film j'ai pas dit non, Ah, mais d'accord. non, c'est ça. Non, c'est- mais paye ton c'est- casting de ouf. Voilà. Quoi. C'est 4 étoiles du français. Voilà, donc Jean-Luc Bidault, Michael Lonsdale, Michel Constantin, Jean-Pierre Mariel, Philippe Léotard, Michel Robin, Paul Crochet et Gérard Darieux notamment. Je crois que je les ai à peu près tous dit. Soit à peu près toutes les plus belles gueules du cinéma français de l'époque. Et elle rencontre donc trois de ces hommes et ça va déclencher un viol, malheureusement. Et le viol, c'est mal. Voilà. Et va-t-il y avoir une revenge? Voilà, puisque donc parlons de La Traque, qui est un rap et presque revenge. Film de Serge Leroy, donc C'est un rap and run. voilà, qui n'est pas fantastique à proprement parler, mais qui pourrait être un survival, qui pourrait être un rap and revenge, sauf que c'est pas vraiment ça, mais un peu quand même. Alors là, je peux pas vous en dire plus sous peine de vous déflorer un des plus beaux arguments du film, qui est sa fin nihiliste, absolument
Elle est lourde. Franchement, c'est pas un film spécialement graphique, voire pas du tout. C'est même très naturaliste. C'est Il n'y a, très naturaliste. aucune musique Voilà. tout le long du film. La seule musique, c'est le générique de fin. Voilà. Mais c'est une longue traque donc de cette femme par cette bande de chasseurs un peu avinés, un petit peu racistes pour certains. Il y en a qui veulent faire carrière dans la politique, donc ils n'ont pas intérêt à ce que cette femme aille raconter aux gendarmes ce qui s'est passé. Donc il y a une espèce de lutte de pouvoir. Ce qui est très intéressant, c'est que le film ne se passe pas du tout du côté de la traque. Il est du côté des traqueurs, des chasseurs, et c'est véritablement une chasse à la femme. Et à ce niveau-là, c'est assez terrifiant. À quel point c'est une espèce de machine implacable qui rappelle un peu Que la bête meurt de Chabrol ou Dupont-la-Joie de Boisset, dans une certaine glauquerie de la province française. De cette espèce de petit monde où chacun est persuadé de détenir un pouvoir tout simplement parce qu'il a une position élevée, parce qu'il a un magasin qui marche bien, etc. C'est assez terrifiant à ce niveau-là. Et les acteurs sont incroyables. Marielle notamment, qui est quand même un acteur qui, dès qu'il apparaît à l'écran, a un capital de sympathie et plus gros enfoiré de la bande. Léotard est assez magistral, qui joue son frère. C'est lui qui initie le viol et finalement qui en arrive presque à être touchant dans une scène assez incroyable pour un Rape and Revenge, où il revient voir sa victime et où en fait pendant une seconde il a peut-être l'impression qu'elle a aimé ça et il veut l'embrasser comme s'il était vraiment amoureux d'elle. Enfin, cette scène elle est incroyable. Voilà, le film est rempli comme ça de subtilités qui sont assez typiques du cinéma de Serge Leroy, qui est un artisan un petit peu oublié lui aussi, mais qui a quand même une sacrée filmo, puisque alors il a fait Pause Café, voilà, c'est un des créateurs de Pause Café, il faut bien le dire. Mais avant, il a fait quand même Les Passagers, qu'il a fait juste après La Traque, qui est un excellent film tiré d'un roman de Dean Koontz, avec Jean-Louis Trintignant. Et Robert Fresson, non, je ne me trompe toujours sur le nom de cet excellent acteur qui joue celui qui poursuit, enfin, qui est un film de poursuite en voiture, presque duel, avec un homme et son beau-fils qui sont poursuivis par un psychopathe sur l'autoroute qui relie l'Italie à Paris. Grand film de suspense. Il a fait Légitime Violence sur film sur la légitime défense. Il a fait Attention les enfants regardent, excellent, monumental, voilà, avec Delon en méchant. Voilà. Grand film, il a fait L'Indique, Le Quatrième Pouvoir, après il a fait du Navarro aussi malheureusement. Voilà, c'était un mec qui adorait le cinéma américain, ça se voyait, mais c'est pas pour autant qu'il singeait le cinéma américain. Si on doit pourtant retenir quand même une influence du cinéma américain dans La Traque, c'est Peckinpah avec Les Chiens de Paille, parce qu'il y a vraiment... Disons qu'en fait, pour vous donner une idée de La Traque, c'est la scène d'attaque de fin dans Chiens de Paille, mais surtout le film. Voilà, sans la baraque. Et sans la baraque. Et on trouvera d'ailleurs aussi l'influence de Chien de Paille dans Les Passagers, dans l'opposition entre un personnage plus intello et un espèce de mal alpha qui est l'ex de sa nana qui veut le menacer, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le film, qu'en avez-vous pensé ? Le film, c'est juste mortel, quoi. Enfin, La Traque, voilà, quoi. Pour moi, ça fait partie des très très grands films français de genre qu'il faut avoir vu. Déjà, casting de ouf. Même sans connaître le sujet, je suis désolé, tu payes ton film comme ça, tu vois le nom des acteurs, tu fais ça, mais je te regarde dans les 5 minutes, quoi. C'est obligatoire. Le film est très bien réalisé. Sans effort, mais le découpage, le choix des axes et tout, c'est absolument incroyable. Il y a des jeux, alors j'essaye de vous parler de trucs sans vous spoiler. Il arrive même à montrer des sentiments humains, à montrer des symboles juste en superposant des plans de nature. Je vois lequel tu parles. Voilà, dans la scène de fin. Et qui est extraordinaire, qui est incroyable. C'est un film qui parle beaucoup des relations humaines, de la bourgeoisie. En définitive, quelque part, c'est un petit peu les prolétaires du village qui vont initier le truc, mais c'est quand même la bourgeoisie qui va l'enterrer. Enfin, une tentative d'enterrer le truc de manière pas très glorieuse. C'est vraiment très intéressant à regarder. Enfin, je veux vraiment pas donner beaucoup de détails. La surprise est importante pour le film. Complètement. Oui, je l'avais jamais vu, donc.
Je suis quand même un peu moins enthousiaste que vous, mais je l'ai vu peut-être trop tard. Mais non, ce que je trouve intéressant quand même, parce que c'est quand même un très bon film, hein, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le côté solidarité en fait entre les différentes personnes. Ils ont aucune raison d'être solidaires, mais ils le sont quand même en fait, parce que la première action, c'est En fait, ils ont des intérêts croisés. c'est ça en fait. Mais du coup, tu te dis c'est des trucs qui sont complètement irrationnels. Enfin, Puis, quand on y réfléchit vraiment. Quoi. Il y a aussi un côté effet de meute. C'est ça. Alors que ce sont les chasseurs, finalement, ils agissent comme une meute de loups. Et il y a aussi beaucoup de références, que ce soit à la Deuxième Guerre mondiale ou à la guerre d'Algérie. Oui. Ce qui fait qu'on comprend aussi que ce sont des hommes qui savent tuer, qui ont appris à tuer, et qui n'hésitent pas à aller dans des extrémités pour résoudre des problèmes. Et c'est les héritiers d'une autre génération aussi. Mais est-ce que ça, du coup, t'as le personnage désolé de te couper, t'as le personnage du militaire qui à un moment dit ouvertement Constantin, ce que j'ai appris, c'est que tu ne peux pas être dans le groupe et hors du groupe. Voilà. Mais du coup, tu te dis, tu vois, ça, je l'ai à peine senti, mais du coup, ça aurait peut-être intéressant. Enfin, moi, je trouve que la dimension justement un peu politique du fait qu'ils reviennent de la guerre, ça les a peut-être un peu rincés au niveau sentimental. Après, la guerre est loin, hein, parce que l'Algérie, il y a que Constantin, on a l'impression qu'il l'a vécu. Et les autres, le garde champêtre, lui, fait mention de l'Indochine. Oui, c'est vrai. Voilà, il se prend un pain à un moment et il dit de toute façon, j'ai vu pire en Indo. Ouais. Voilà. C'est que des petits détails comme ça qui sont posés de ci de là. On peut ne pas les remarquer, mais c'est vrai que mis bout à bout, ça crée vraiment quelque chose. Moi, c'est un film dont j'entendais parler depuis énormément de temps, donc j'avais une énorme appréhension en le voir. C'est est-ce que je vais être déçu ou pas en fait. Et je regarde le film, je trouve ça bien, et plus ça passe, plus je me dis mais en fait c'est mortel. Et pourquoi c'est mortel? Au-delà de la fin qui elle-même remporte l'adhésion, c'est que j'ai trouvé ça hyper bien caractérisé. C'est qu'en fait, on apprend toute l'histoire par des riens, par des bouts de dialogue et tout, et les gens se découvrent au fur et à mesure, et c'est tellement bien pensé. Comme tu dis, les bons du début peuvent devenir les salauds d'après, et inversement et tout, et c'est humain en fait. Et pas tout à l'heure de Redneck, c'est un petit peu le côté white trash, un petit peu le côté massacre à tronçonneuse à la française, où on sent vraiment des gueules cassées, des gens qui sont un peu bouffés par la vie et tout, et qui ont leur code et tout. Et voilà, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce côté. On vous découvre tout le monde au fur et à mesure du film, c'est limpide en fait, tout se suit de façon limpide. C'est un film qui est sans esbrouf, mais qui est puissant en fait. Et vraiment, tout le long, je te dis ouais, c'est pas mal, mais pourquoi tout le monde pète un câble dessus? Puis plus ça passait, plus je dis c'est quand même cool et tout. Et vraiment, je me suis dit, et c'est un film, je sais, qui est souvent cité par plein de réalisateurs français, comme s'il devrait faire un remake, il ferait ce film-là en fait. Donc je comprends mieux maintenant. Moi, par contre, ça a été pour le coup une bonne surprise. Et moi-même, voilà. Comme toi, la première fois que je l'ai vu, comme je n'avais entendu tellement parler, pas la première fois que j'ai vu, ça doit être il y a 5-6 ans, je m'attendais à un truc ultra vénère. Genre, je m'attendais pas à ça, moi, justement. Ouais. Je m'attendais pas à un truc vénère. Moi, j'en avais tellement j'en avais entendu des propos traumatiques de la part de gens qui m'en parlaient, qui me disaient tu vas voir à quel point c'est. Oui, on parle de délivrance, on parle de trucs plus. Et je m'attendais vraiment à une espèce de truc à la limite du snuff porno dans la forêt, tu vois, que la nana elle allait passer par toutes les pires sorts que la vie puisse lui réserver au moins de ses chasseurs. Et en fait, pas du tout. Et c'est quasi cérébral en fait. Quelque part. Il y a un côté entomologie. Et c'est vrai ce que tu dis sur la caractérisation des personnages, la scène du début où ils sont tous en train de bouffer du saucisson dans la même pièce, etc., où tous les dialogues se superposent, ils se lancent des vannes et tout, mais là, dans cette scène-là, tu vois tout de suite les rapports de force. Oui, dominant et tout dominé. Et c'était là le coup du militaire, je me suis dit voilà, c'est ça, c'est pas manichéen, c'est pas genre je dois le faire ou je dois pas le faire, c'est chacun a sa raison, et même du coup Bido qui est des personnages assez pivots dans l'histoire, et même lui des fois il est animé par c'est jamais blanc ou noir. C'est ça qui m'a vraiment passionné, c'est que c'est bien écrit quoi, c'est vraiment bien écrit quoi. C'est bien joué, c'est bien écrit, c'est super bien réalisé. Enfin bon. Scène de suspense sans musique, la scène toute bête de la voiture qui a arrêté, est-ce qu'elle va y aller ou pas, et puis après elle reste sur la route en espérant qu'une autre voiture arrive. Il y a un découpage de l'espace. Cette fin est ouf. À toi Xavier. Voilà, alors moi je fais un bond assez important puisque moi je vais arriver dans les années 90. Donc je vais vous parler d'un film de Pierre Jolivet, donc je ne vais pas vous dire quel est le titre tout de suite. On a fait beaucoup ça, le côté mystérieux. Hein. Non mais je me dis tant qu'à faire, autant surfer. Les années 90, moi personnellement, j'en avais un souvenir assez étrange. Moi ce qui me marquait à l'époque des années 90, c'était vraiment beaucoup de films qui partaient d'un postulat fantastique, mais en fait on faisait pas vraiment un film fantastique. Je pense à Gavin par exemple, qui a dû sortir en 90 ou 89. Un père qui fait croire à son fils qu'il les intéresse parce qu'il est malade. Le film est joli, mais c'est
Il est pas Jolivet, quoi. Voilà, c'est pas un film fantastique. En 91, la même année que donc le film de Jolivet, on avait Coup de jeune avec Oui, tout à fait. de Xavier Gélin. Je crois d'ailleurs qu'il y a toute sa famille dedans qui joue. Si je me Ouais, souviens des bien. chances. Ouais. Enfin voilà, à chaque fois, j'avais vraiment ce. Putain, j'avais oublié Coup de jeune, tu me rappelles. C'est C'est avec clair. Clough, c'est ça, avec Clough sur Ouais, l'affiche. ouais. J'ai complètement zappé ce film de ma tête. Pourquoi tu me rappelles de ça? C'est important. Et donc en fait, je vais vous parler donc du film Simple Mortel. Ta-ta-ta. Avec Renault, donc. Alors, donc pour recontextualiser un peu tout ça, donc Pierre Jolivet dans les années 80, c'est associé avec un réalisateur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, important dans le cinéma français, il faut le dire, qui est donc Luc Besson. Ensemble, ils ont travaillé sur un court-métrage qui s'appelle L'Avant-Dernier, qui est en fait le noyau qui créera plus tard Le Dernier Combat. Et ensuite, je crois que c'est 2 ans plus tard, je crois, à peu près, ils ont décidé enfin de réaliser, Luc Besson réalise Le Dernier Combat et Jolivet joue dedans. Donc ce projet a eu des petits soucis. Bon, apparemment, il se pourrait que Besson ait un peu saboté la sortie exprès. Enfin bon, bref, voilà. Nous n'étions pas là, nous ne serons pas. Nous ne Voilà. jugeons pas. Voilà. Cela ne Exactement. nous regarde pas. Et après, ils ont quand même remis le couvert ensemble et Jolivet a donc écrit le scénario de Subway. Voilà, donc, ça vous Pas la donne- chaîne de restaurant. Ça pour les plus Voilà, jeunes. ça vous donne déjà une petite idée du bonhomme. Il aurait fait Alors, quelque chose de bien. Pour ceux qui tout de suite tremblent, parce que j'ai évoqué Besson. Qui a tremblé ici? Qui a tremblé ici? Je ne vois personne, hein, attention. Hein. J'ai trouvé une interview sur le net qui était très intéressante où Jolivet justement racontait une des dernières discussions qu'il avait eues avec Besson et où il expliquait en fait que à un moment ils étaient en train de réfléchir à un prochain projet de film et Besson commence à déclarer il faut que ce prochain film soit dans le top 5. Voilà. Et Jolivet de rétorquer mais tu sais déjà juste si on fait un bon film c'est bien hein. Voilà. Et je trouve que c'est tellement représentatif des deux mentalités. Et cette mentalité se retrouve pleinement dans Simple Mortel. Donc en fait, Pierre Jolivet, juste avant, avait sorti Force Majeure. Force Majeure, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, ça a été un carton. Ouais, je l'ai vu en salle. C'était vraiment mortel. Donc Bruel, Cluzet, c'est un film qui s'est vraiment fait remarquer. C'est Midnight Express français. Un peu. Ouais, voilà. C'est magnifiquement bien résumé, quoi. Et du coup, à la sortie de ce succès, en fait, il l'explique lui-même, il avait vraiment beaucoup galéré pour avoir un vrai film qui fonctionne. Je crois qu'il a galéré pendant à peu près 8 ans, il n'avait pas de thunes, c'était compliqué de faire des films. Et finalement, le succès arrive, et là, d'un seul coup, il doit faire un nouveau film. Il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire, et il est limite perdu, parce que c'est... Voilà, enfin... Comme il l'explique, fatigue nerveuse, de tout, limite dépression. Et en fait, c'est en croisant une personne dans la rue qui est en train de longer un mur, je crois. Il s'est juste posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ça se trouve, peut-être qu'il est en train de sauver le monde. Et de là, donc, lui vient l'idée de Simple Mortel. Donc, Simple Mortel, on va suivre en fait un linguiste spécialisé dans les langues... Un linguiste. C'était en linguistique. Voilà, spécialisé dans les langues mortes, qui va commencer à recevoir des messages par tout ce qui a un haut-parleur, globalement, que ce soit une radio, Pas un autoradio. pneu, par exemple. Non, voilà, c'est pas le même film. Oui, Et cette voix va lui donner des indications à suivre. Donc il va devoir décoder un code pour aller à un certain endroit. Enfin, il va avoir plein de petites missions de plus en plus dangereuses. C'est un escape game, quoi, en fait. Ouais, un peu. Non, c'est un peu comme Sphère, en fait. Contact. Je vais dire Sphère de Contact de Zemeckis. C'est un peu ce côté aussi, tu vois. Ah, ouais, non, pas trop, non. Mais va te faire Non, foutre. tu- Ouais, de la merde. non, pas trop, non. Et là, on Je est vraiment dans un registre science-fiction un peu Twilight Zone, où on ne sait pas si l'homme devient fou, entend des voix et voilà, quoi, il est en train de faire n'importe quoi, ou si vraiment il y aurait une entité extraterrestre qui lui intime des ordres. Sachant que ces ordres, à chaque fois, il y a un but. C'est très simple.
Si tu foires, il y a tant de personnes qui vont mourir. Et à chaque mission, on va passer de 20 personnes à 100 personnes, à un pays. Voilà, ça va être de plus en plus loin. Le film est super intéressant dans le sens où il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est de l'écriture. C'est Philippe Voltaire qui joue, c'est son meilleur rôle. Le mec est absolument incroyable. Un petit rôle de Roland Giraud, mais ça c'est pour la blague, qui a un rôle pourtant excellent, même si ça doit durer 3 minutes à tout casser. Et après ce film, je sais pas, vous l'avez tous vu je peux comprendre qu'on n'aime pas le film. Non, c'est bien. Ah, ça me rassure. Alors, ouais, t'as pas aimé j'explique. Moi, j'adore. Je peux comprendre, car l'économie de moyens, c'est vraiment spartiate. Mais du coup, moi de mon côté, je trouve que c'est ce qui donne les scènes les plus incroyables du cinéma de genre français. Enfin, moi je fais partie des gens qui pensent que Simple Mortel c'est le meilleur film de SF. En deuxième position, parce que le meilleur c'était La Jetée. Mais voilà. Je crois que tu as dit le 5e élément. Non mais s'il te plaît. J'allais t'embrasser. Je me rappelle avoir vu le début du film. Et après, je ne sais plus ce qui s'est Podcast passé. de l'anecdote. Je ne sais plus ce qui s'est passé. D'un coup, là, je me suis rappelé que je ne me rappelle plus de quoi ce qui se passe après le début. Donc, il se peut que j'ai dormi. Il se peut que je me sois réveillé en ne me rappelant pas que j'avais commencé le film. Je me rappelle juste que j'ai trouvé la photo très jolie au début. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'était très pertinent. Le film est tourné en scope. Ouais, je me rappelle que ça avait une sacrée l'image gueule. est vraiment très très léchée. Très contrastée, ouais. et tout, une photo que j'aime bien, comme j'aime bien, parce que c'est des photos qu'on voit pas assez au cinéma français. C'est ça. Qui prennent vraiment qui travaillent l'image avec du contraste, des couleurs, etc. On n'est pas dans un réalisme franco-français chiant comme la mort et comme la pluie. Et je sais que ça m'avait marqué. Et après, malheureusement, je devais être très fatigué, j'ai dormi. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans parce que. Mais au moins, t'as pas dormi. Non, mais j'aurais bien voulu. Non, mais c'est vrai que j'ai pas du tout. Alors, j'en ai parlé avec un ami qui m'a dit mais non, c'est formidable, c'est pas possible que t'aies pas aimé et tout. C'est exagéré. Non, même pas. Génial, j'aime pas qu'un ami. Mais c'est moi, Véronique. Quelqu'un d'autre, donc il y a au moins 2 personnes qui aiment. Mais Pierre Jolivet, du coup, je alors. me suis dit, j'ai dû complètement passer à côté. Il faudrait peut-être que je le revoie, mais je me suis dit non, pas tout de suite quand même. Mais non, ouais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que par rapport aux autres films dont on vient de parler, c'est le plus daté de tous en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il passe pas le temps là. Pour moi, il est vraiment daté. Il est dans et je trouve il fait même plus vieux que l'époque à laquelle il a été fait. Et par ailleurs, en fait, là c'est peut-être ma faute, hein, mais j'ai quasiment rien compris à l'histoire en fait. D'un côté, Xavier a pris un film pour le coup. Ça peut coller aussi pour toi, mais un vraiment fantastique dans le sens avec un argument fantastique. Ce qui fait que quand tu dis daté, machin et tout, peut-être c'était pour ça. Oui, mais le fait que ça s'appuie sur des technologies qui sont du coup obsolètes maintenant, c'est ça moi, aussi. Je trouve que c'est un très beau film, quoi. Qui, pareil, je l'ai fantasmé pendant longtemps. J'ai même une fois cru que j'allais le voir et c'était Déjà mort d'Olivier Dahan qui n'a rien à voir. C'est plus tard que j'ai enfin vu Simple Mortel. Je suis d'accord, je me suis trompé dans les films. Et vraiment, c'est un film qui sait jamais où ça va aller en fait. C'est cette côté, cette progression dans l'histoire que je trouve intéressante parce qu'on ne sait jamais. Et voilà. Mais je trouve que c'est un très beau film, voilà quoi. Et quand même s'il y a une certaine économie de moyens, il y a quand même il y a plusieurs scènes que j'ai trouvées absolument incroyables. Je ne vous dirai pas lesquelles parce qu'il faut vraiment se garder la surprise, mais dont un plan qui c'est juste explosion dans le crâne quoi. Et je voudrais faire une digression parce qu'à cette époque-là, cette période-là, je sais pas si c'est un peu avant ou un peu après, surtout un peu avant. Il y a pas un film que j'ai fantasmé pendant des années, un film fantastique français, qui est d'ailleurs un lien parce que c'est Besson qui l'a produit. Réalisé par Bloody Mallory alors. Non, c'est réalisé par un mec qui s'appelle Didier Grousset qui plus tard réalisa Rendez-vous tas de sable et ce film s'appelle Kamikaze. Ah, Kamikaze. C'est un film qu'on a tous fantasmé où en gros c'est Michel Galabru qui invente une machine qui permet de tirer avec une sorte de fusil à travers un écran de télé et tuer réellement les gens. Pourquoi on n'en parle pas de Qui celui-là présentent les plateaux de télé. Il défonce les speakerines à la télé, habillé en japonais et tout, c'est mortel. Et c'est un film que j'ai rêvé pendant des années. Il y a Richard Bohringer dedans qui joue le flic. Et quand je l'ai vu, c'est tout pourri. C'est vraiment nul et parce que ça part sur d'humour à la con et qui joue comme ça machin et tout et c'est con parce que le pitch est génial de pouvoir à travers l'écran désinguer les gens en direct et tout. Voilà, et je crois que c'est à peu près dans un mouchoir de poche avec Simple Mortel ou un truc comme ça. Là, joué dans pas trop long. Il me semblait que Kamikaze c'était pas 84, 85. Ah, c'est beaucoup plus tôt. J'imaginais ça. Je crois, mais je peux me tromper. Fact-checking. Kamikaze. Je t'avoue que Kamikaze, je l'ai pas revu depuis que j'étais gamin et j'étais devant, j'hallucinais. Alors 86. Ouais, j'étais pas loin. Quand même 5 ans. Allez, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive là? Vous aviez un autre titre en tête un choix d'eux vite fait. Moi je tenais juste à revenir
très rapidement sur la track pour dire que le film n'est jamais sorti en DVD chez Ah. nous et que c'est un crime. C'est un appel. Mais c'est chez Warner et c'est peu compliqué au niveau des droits, quoi. Ouais. Non, bah, moi, autrement, en film de genre français. Moi, personnellement, je me suis un peu tâté pour parler des yeux sans visage. Parce que je pense que. Lui, c'est la bouche sans voix, lui. Ce film est ma hantise, c'est-à-dire que c'est le chef-d'œuvre que tout le monde adore et auquel je reste à peu près totalement hermétique à une ou deux scènes. Bon, bah. Hermétique. Mais voilà, après, j'avais peut-être peur d'un choix trop évident. Mais bon, Moi, je voulais mettre Martyr aussi, parce que c'est peut-être mon film français de genre préféré. Mais je me suis dit, j'ai beaucoup aimé Martyr. c'était aussi. trop récent. Je me suis dit, ce serait peut-être bien de parler de films peut-être moins connus, en fait. Mais là-bas, j'aurais mis Martyr, en fait. J'aurais bien parlé de 3615 Code Père Noël, mais en fait, ça me semblait un peu trop évident avec la sortie du Blu-ray et la projection au pif de le sortir comme ça, surtout que je l'ai découvert. Au pif. Moi j'ai passé mon temps quand j'étais jeune au vidéoclub à ne pas le louer parce que c'était français. Même si la jaquette me disait c'est français mais ça a l'air bien mais non c'est français. Moi c'était les photos d'Armand Movies qui me donnaient vraiment envie, quoi. Et du coup je l'ai découvert sur grand écran au pif et bah, c'est juste c'est fou. Enfin c'est visuellement en termes d'ambition c'est un des meilleurs trucs que le cinéma français ait produit à mon sens. Et toi Véro? Moi, j'aurais bien voulu parler aussi de Peau d'âne, mais et puis là, je me suis imaginé Cyril en train de le regarder. Je me suis dit non, je peux pas lui faire ça. Ouais, en plus, c'est un film que j'ai envie de voir depuis des années en plus. Mais, quoi. très bonne musique en plus. Tu vas pas te remettre de la fin, je crois. Surtout que Jacques Demy en plus a fait un film fantastique. Parking. Ah oui, Parking. Peau d'âne, c'est Oui, fantastique. c'est fantastique, mais il en a fait un autre et qui est vraiment très zen, très rigolo avec Francis Huster. Je vous conseille à tout le monde si vous aimez les films un peu barrés. C'est fantastique Parking. Ah oui, c'est les mecs qui meurent, qui se retrouvent. C'est quoi? C'est le principe de la traversée du Styx, tout là, la vie Sauf après. que c'est sur un parking. Non, Tu mais c'est passes pas au troisième niveau. C'est un truc, c'est censé être ça, mais adapté de façon urbaine et moderne et D'accord, tout. ok. Mais Non. c'est fantastique. Hein. Et du coup, je vais en profiter. Pour une fois, je vais organiser un appel. Ah. Car je cherche désespérément un Des titre de capotes et un film. plan Et à chaque fois que je parle de ces quelques scènes, personne ne s'en souvient. C'est un truc que j'ai vu gamin. Je crois que c'était sur Antenne 2. Et je crois que c'était une histoire d'invasion extraterrestre dans la campagne française, mais je ne suis pas sûr. Et je me souviens juste qu'il y avait un signal audio qui faisait au bout d'un moment très mal aux oreilles des gens, et à chaque fois il se tenait l'oreille et il y avait Ça du saignait. sang qui saignait. C'est pas un téléfilm. Je me demande si c'était pas un téléfilm. Parce que, tu sais, il y a eu toute une série de téléfilms qui ressortent d'ailleurs pour certains chez. C'est pas Artus qui ressort une série de téléfilms Il y a fantastiques pas français Lina des qui années fait ça, 60, je crois qu'il y a 70. pas Lina ou un truc comme ça, ou Ouais, Jean ou Gaumont. Lina, ouais. Ouais, peut-être. C'est ça que c'est pas le Faudrait que gendarme et j'essaie. les extraterrestres. Non. Bah, Et- lançons l'appel, hein, les auditeurs Voilà, sont l'appel hyper est lancé. cultivés. Et du je coup, pense en qu'ils vont trouver. téléfilm aussi, j'ai un très bon souvenir aussi du voyageur imprudent de Pierre Tchernia, Ouais. qui était très très sympa. Film de Et- voyage dans le temps. Et j'aurais pu parler de Marquis. Voilà. Justement, oui, Topor. C'est pas fantastique. Ah, Il y a des si, séquences il y a- oniriques. Il parle à sa bite. Il y a le quand même, Marquis de Sade hein. qui parle à sa bite. Qui ne Il y a le une fait pas. tête. Qui ne le fait pas. Oui, mais elle a C'est une pas tête. Véronique, Elle a mais nous. Oui, mais elle a une tête, sa bite. Est-ce que ta bite a une tête Bah Cyril ouais. Pas une que tu dessines, hein, une vraie qui Le parle. Marquis, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est Mais extraordinaire. c'est Si un vous ne connaissez pas ce film, peu Marquis tiré par les cheveux pour dire que c'est fantastique. de Topor, qui raconte l'embastillement Yage. Ouais. du Marquis de Sade, avec des marionnettes, puisque en fait c'est donc réalisé par l'équipe de Téléchat. Henri Xoneux. Voilà, Et et Topor. c'est juste extraordinaire. Allez, on termine en musique avec Cyril. Alors Cyril, qu'est-ce que tu nous as amené comme BO aujourd'hui? Alors tout d'abord, je voudrais parler d'une sortie complètement improbable. D'ailleurs, c'est en redécouvrant cette sortie que je me suis rendu compte que la musique en fait était mortelle du film. Le film, c'est Zombie 3 de Claudio Fragasso, ou Bruno Mattei, ou Roussel, je crois. Enfin, ils sont pleins à se vanter d'avoir ce film-là. Alors qu'en fait, quand tu vois le film, tu te dis, bah, t'as plutôt intérêt à ce que ça soit pas ton nom. Même si le film est très rigolo et très fun. J'aime beaucoup Zombie. Voilà. Donc la BO de Zombie 3 est sortie en vinyle, donc BO de Stefano Mainetti, dans un label que j'adore qui s'appelle, c'est des Suisses, We Release Wherever We Want Record, donc c'est WRWTFWW. Ils avaient sorti la BO de La France Interdite, ils ont sorti pas mal de BO assez barrés, ils ont sorti des gros trucs aussi récemment comme la BO de Ghost in the Shell par exemple, mais donc ils ont sorti la BO de Zombie 3 et en fait à la réécoute elle est mortelle, elle est super speed, assez avant-gardiste et quand on se rappelle de Zombie 3, on peut pas se rappeler de la BO, mais je ne peux que vous conseiller de vous jeter sur cette édition. Alors il y avait une version, il y a un premier jet qui a été complètement sold out et tout.
Il y a eu depuis des repressages, donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur la BO de Zombie 3, donc sorti chez Whatever We Want Records. On n'a rien compris, mais ok. Oui. Nous éditons ce que nous voulons éditer, voilà, c'est ça. En gros, on fait ce qu'on veut, quoi. Et le morceau aujourd'hui, alors on voyage dans le temps. La dernière fois, on était plutôt dans le passé, la première fois dans le futur. Et là, aujourd'hui, on va vous parler d'un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Versus, de Rieke Kitamura. Versus, l'ultime guerrier en France, je crois, ça s'appelle comme ça. Tout à fait. Film sorti en 2000, alors c'est un film assez barré, mélangeant kung-fu, gunfight, zombies, combat de sabre, voilà, c'est un film... C'était un peu du Sam Raimi japonais à cause des plans de caméra certains plans de caméra qui étaient vraiment de ouf, quoi. J'ai découvert le film en salle à sa sortie Porte d'Italie, je me rappelle, à Italie 2. Il avait fait grand bruit à Gérardmer, présenté en quasi première mondiale, et en fait, je me souviens d'un article dithyrambique dans Mad Movies, et c'est simple, je me suis inscrit sur des forums de cinéma, d'ailleurs là où j'ai rencontré Fausto, parce que je voulais acheter à tout prix le DVD de Versus et je ne savais pas où l'acheter, et j'ai dû aller sur des forums de ciné en 2000 pour savoir où je pouvais acheter ce film, tellement en lisant le texte je me disais mais je veux voir ce film. Et donc la BO, c'est pas forcément le truc que les gens retiennent du film, donc on la doit à Nobuhiko Morino, qui a fait en fait beaucoup de films de Kitamura. Il a fait ses premiers films comme Down to Hell, les premiers courts-métrages aussi de Kitamura. Il n'a pas forcément fait tous les films derrière, par exemple il n'a pas fait Azumi, mais il a fait Alive, il a fait une partie de la BO de Godzilla Final War avec Casey Emerson, et vous allez écouter un morceau très très beau. C'est un morceau qui se trouve sur la fin du film, le combat final entre les deux protagonistes. Le morceau s'appelle The Fate, et voilà, la BO est très intéressante parce qu'elle est un mélange d'électro et aussi de sonorités, on va dire, traditionnelles japonaises, donc il y a ce mélange très subtil voilà. Et c'est bizarre, personne n'en parle jamais de cette BO, je la trouve superbe, et ce morceau là est très 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 beau, donc voilà, je vous propose d'écouter ça, donc The Fate. Et avant, on va dire merci à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous faire des remarques si vous en avez, des petites notes sur iTunes, voilà. Des notes sur iTunes effectivement aussi, et on est aussi sur Deezer, SoundCloud, YouTube, partout, partout dans ton cul, et on se retrouve dans 2 semaines. Bravo, ciao. Ciao.